Et il est grand temps de retrouver nos éditorialistes pour commenter l'actualité de ce lundi midi. Aujourd'hui, Dominique de Montvalon et Michel Soudet. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Si le sujet n'était pas grave et dramatique, on pourrait remarquer qu'en ce mois de septembre, Calais, c'est un peu comme Saint-Tropez au mois d'août. C'est l'endroit où il faut se montrer après Nicolas Sarkozy. La semaine dernière, c'est François Hollande qui se rend sur place aujourd'hui. On retrouve Marie Chantret à Calais. Bonjour Marie. Point commun entre les deux hommes. Marie, pas de visite de la jungle comme on l'appelle, mais des petites phrases de campagne. Oui, tout à fait. Des rencontres avec des élus locaux, des acteurs socio-économiques, des associatifs également. Alors ici, quand on interroge les habitants, les locaux, les commerçants du Calaisis, tous ne s'y trompent pas et ironisent sur le sujet avec évidemment ce défilé de candidats officiels ou non. Ils ont bien compris aujourd'hui que Calais et ce dossier migratoire est un enjeu pour la prochaine campagne présidentielle. Mais du côté de l'Élysée, on nous explique que cette visite était calée de longue date, préparée avec soin et que si elle a lieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que Nicolas Sarkozy est venu il y a 5 jours. Elle a été décalée dans le temps en raison notamment des attentats qui ont eu lieu cet été sur le sol français. Mais clairement, on sent cette volonté de reprendre la main de la part du chef de l'État, de riposter à ce que son entourage dénonce comme une surenchère droitière, une hystérisation du débat public sur le sujet, avec notamment des mots très durs de la part du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui dénonce des contre-vérités, des mensonges indigne sur le sujet. François Hollande qui a rappelé une nouvelle fois aujourd'hui que cette jungle de Calais serait bien démantelée avant l'hiver. Volonté évidemment de ne pas voir encore une fois des milliers de migrants passer des mois dans le froid, dans des conditions insupportables. Aujourd'hui, c'est le devoir de la France, digne et humaine, que de trouver des solutions à ces hommes et ces femmes, notamment dans ces centres d'accueil et d'orientation que le chef de l'État a visité, notamment à Tours, c'était samedi dernier. Merci Marie. Messieurs, les années passent, les présidents passent, mais le problème persiste à Calais. On a l'impression que c'est sans fin. En tout cas, c'est un problème sérieux et qui échappe aux polémiques immédiates. Oui, c'est vrai qu'il y a un engagement plus marqué de la part de Nicolas Sarkozy côté opposition et de la part du président qui n'était jamais venu jusqu'ici à Calais s'agissant de l'État. On avait jusqu'ici à Calais vu le ministre de l'Intérieur. C'est un problème qui ne peut pas durer plus longtemps et qui n'a que trop duré. Ce qui est inquiétant, c'est que Emmanuel Cos, avec beaucoup d'honnêteté, la ministre Emmanuel Cos, avec beaucoup d'honnêteté, a laissé entendre qu'elle ne pouvait pas dire qu'une nouvelle jungle ne se reconstituerait pas une fois qu'auraient été répartis dans toute la France ceux qui tentent d'y survivre dans des conditions absolument affreuses. Et effectivement, ça renvoie au problème de fond, c'est-à-dire quelle est la politique migratoire de l'Europe, point d'interrogation, et ensuite quelle est la politique migratoire de la France. Il y a ceux qui relèvent du droit d'asile, et il y a des réfugiés économiques. La France peut, comme l'a dit Rocard définitivement, prendre sa part de ce dossier poignant. Elle ne peut pas elle ne peut pas tout en endosser. Toute la misère du monde, pour reprendre elle ne peut pas prendre toute la misère du monde sur ses épaules. Michel Soudet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Dominique de Montvalon ? Dans cette affaire, on voit bien que François Hollande à Calais n'est pas venu pour essayer d'avancer sur les causes qui créent ce gigantesque campement, mais uniquement d'agir sur les conséquences. Et on a quand même l'impression que, comme d'autres candidats avant lui, il est venu à Calais pour avoir un décor, pour un discours de maintien de l'ordre. D'abord, le discours, je note qu'il l'a tenu dans la cour de la gendarmerie. Le symbole, là, est éclairant. Ensuite, quand on entend le mot démantèlement, mais qu'on ne voit pas au-delà de ce vocabulaire, on voit bien qu'il a plus en tête la question justement du maintien de l'ordre que la question d'un accueil des réfugiés qui demandent protection, ceux dont les textes des conventions internationales nous font obligation. Et en même temps, on voit bien aussi qu'il ne dit pas un mot de la protection des enfants.
qui se trouvent à Calais. Parce que répartir les migrants qui s'y trouvent dans des centres d'accueil, ces centres ne sont pas adaptés aux moins de 18 ans. Or, il y a un véritable problème à Calais avec des mineurs isolés qui, pour moitié d'entre eux, pourraient avoir droit à l'asile et à se retrouver en Angleterre, parce qu'il y a des regroupements familiaux. Pour cela, il faut qu'ils demandent l'asile en France, et ensuite, ils sont accompagnés en Eurostar. Mais sur ce point, la France a été condamnée à plusieurs reprises ces derniers mois pour ne pas faciliter ces demandes d'asile, voire même les refuser. Alors, à travers vos propos, on en vient aux relations entre Paris et Londres. C'est l'autre facette du dossier, l'accord du Touquet. En résumé, le transfert sur le territoire français, la frontière du Royaume-Uni, contre rétribution. Pour Nicolas Sarkozy, les temps ont changé, il faut renégocier l'accord. Soit on a le droit d'être sur le territoire de la France, et dans ce cas-là, vous êtes reçu et vous n'habitez pas dans une jungle, soit vous n'avez pas le droit, et dans ce cas-là, vous êtes accompagné. Il faut donc ouvrir un hotspot, comme on dit, en Angleterre, non pas pour tous les immigrants de Calais, mais pour ceux il faut que à les Calais Anglais qui ouvrent. veulent. Les Anglais ne peuvent pas dire on refuse l'Europe parce qu'il y a trop d'inconvénients, mais quand il y a un avantage, on veut le garder. On est in, on est out. Voilà, in ou out. Est-ce qu'il faut renégocier les accords du Touquet ? Très clairement. Effectivement, la situation a complètement changé. Il faudra, de ce point de vue, et en même temps, il y a urgence, comme le suggérait Michel Soudet, notamment s'agissant des enfants, et pas seulement d'eux. Et des adolescents, en l'occurrence. Oui, forcément des enfants. Oui, c'est ça. 7-8 ans, c'est plus des adolescents de 15 ans. Vous avez raison de me reprendre sur le mot qui n'est pas adéquat. Non, évidemment, les temps ont complètement changé. Il va falloir quand même que les Anglais nous disent ce qu'ils veulent. Nicolas Sarkozy a tenu des propos qui me paraissent de bon sens, mais le même Nicolas Sarkozy, il y a 2 jours, je pense que je ne fais pas erreur, c'était bien lui, a laissé entendre que si les Anglais bougeaient, s'agissant, au fond, allons jusqu'au bout, s'ils remettaient en cause d'une façon ou d'une autre, s'ils entendaient remettre en cause les résultats du référendum qui doit les amener demain à quitter l'Union européenne, eh bien, il faudrait prendre cette décision en considération. On n'en est pas là, mais l'éclair, c'est in ou out. Hein, bon. Mais s'ils sont out, s'ils quittent véritablement l'Union européenne, avec toutes les conséquences positives peut-être pour eux, c'est à eux de voir, mais en tout cas les conséquences que ça entraîne, il faut que les accords du Touquet soient revus, c'est clair. Alors ces accords du Touquet, Michel Soudet, il faut les revoir. C'est Nicolas Sarkozy, plus grand monde qui les défend. Hein. Nicolas Sarkozy veut revoir ce qu'il a lui-même signé et négocié. C'est un classique chez lui. Maintenant, le problème, il est quand même, à travers les Anglais, ce qu'on perçoit, mais c'est aussi le cas de l'Europe, c'est l'égoïsme des pays riches. Il y a eu un sommet sur les réfugiés à l'ONU il y a quelques jours. On en parlait dans Politis la semaine dernière. 21 millions, on compte 21 millions de réfugiés dans le monde. Or, seulement 14% sont réfugiés dans des zones riches. Et ce sont des pays parmi les plus pauvres de la planète qui ont sur leur territoire un tiers de ces réfugiés. Il faut juste un mot pour dire qu'il ne faut pas mettre en cause ou douter de la générosité potentielle des Français et au-delà. Elle s'est exprimée et il y a matière à ce qu'elle s'exprime plus fortement dans les temps à venir. Mais il faut y voir clair dans la situation globale de l'immigration, parce que de ces migrants. Voyez ce qui se passe en Allemagne avec Angela Merkel, qui, les bras généreusement ouverts, avait cité des chiffres impressionnants qui nous donnaient presque à nous, Français, des complexes. On va les accueillir aujourd'hui, et elle se retrouve aujourd'hui en difficulté politique. Ça en dit long. Il faut aussi tenir compte des possibilités de chaque pays, mais aussi de l'état d'esprit des Européens. Autre dossier polémique, messieurs, il se trouve à Paris. Alors on va regarder cette carte. Que, remarquez-vous, eh oui, les traits orange, on va les voir, ou rouge même, sur les bords de Seine. Il s'agit de la fermeture, on l'a compris, des voies express. Le Conseil de Paris est sur le point d'entériner cette décision. Les élus de droite de la banlieue sont vent debout contre ce projet, qui se concrétise donc. Anne Hidalgo, elle, est droite dans ses bottes.
Pourquoi faudrait-il revenir en arrière ? Je vous demande si vous pourriez Vous pensez qu'aujourd'hui, un responsable politique qui sait que la pollution tue et qui est en situation d'agir pourrait ne pas agir. Je laisse à ceux qui veulent affronter plus tard leur responsabilité pénale, au-delà de la responsabilité morale, rester dans l'inaction. Nous, on agit avec une majorité pour le faire. Est-ce que cette décision mérite cette polémique ? C'est quand même une polémique d'arrière-garde. D'abord parce que dans nombreuses métropoles, la place de la voiture diminue. Il y a une reconquête des centres. Maintenant, c'était aussi une promesse de campagne d'Anne Hidalgo. Elle a été élue. On reproche assez souvent aux politiques de ne pas mettre en œuvre leurs promesses pour là constater que effectivement c'est promesse tenue. Mais les chiffres ne sont pas très bons. On les voyait, c'est le JDD qui sortait cette étude hier, où on s'aperçoit qu'il y a un report de la circulation sur les quais, le boulevard Saint-Germain, notamment le matin, plus 73%. Bien évidemment, il y a un report de la circulation, c'est évident. Et moi-même qui ne suis pas parisien, je fais partie de ces gens qui sont très pénalisés par la politique anti-voiture de la mairie de Paris, dans le sens où c'est vrai que si Paris a envie de devenir une ville-musée, ce qui est possible pour attirer les touristes, moi je ne m'y rends plus quasiment que pour aller travailler. On trouve des loisirs ailleurs. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? Là, je croyais au départ que c'était pour, et puis finalement... Écologiquement, ça se justifie pour la protection, pour des raisons de santé publique. Ensuite, c'est désagréable. Maintenant, il y a bien d'autres problèmes à Paris. Je pense que s'il y avait des problèmes à régler à Paris, ce serait d'abord la question des loyers excessivement chers qui ne permettent pas de s'y installer et d'y vivre. Ensuite, si on supprime la voiture, il faut aussi continuer à développer les transports en commun. Et je dois dire que si à l'intérieur de Paris, ça va bien, les transports banlieue-Paris, c'est souvent une catastrophe encore. Et banlieue, c'est encore pire. C'est encore pire. Alors, cette polémique mérité ou pas ? Écoutez, si j'aime pas l'expression, mais je vais l'employer. Le sens de l'histoire, c'est qu'on réduise la part de la voiture à l'intérieur des grandes capitales. Bon, je dis c'est le sens de l'histoire. Alors maintenant, ce qui est quand même préoccupant, c'est que on le fasse brutalement et sans étape, on le fasse sans que l'alternative en matière de transport en commun et de parking extérieur à la capitale, il n'y a pas que les habitants de Paris, il n'y a pas que les bobos quand même, ait été fabriqué et monté de façon à ce que l'ensemble soit assez cohérent. Vous savez, ce qui est embêtant, c'est que Anne Hidalgo tient peut-être, comme le dit Michel Soudet, ses promesses, mais on s'aperçoit qu'il y a au fond un échec retentissant et navrant d'ailleurs des écolos au gouvernement sur l'ensemble du quinquennat. Il se termine dans un état que l'on sait. En revanche, à l'intérieur de la municipalité, de la majorité municipale, ils ont un poids que je trouve jusqu'à un certain point légitime et à partir d'un certain seuil démesuré. D'ailleurs, aujourd'hui, vous auriez pu évoquer, c'est dérisoire, mais tout a du sens. La perspective d'un pourquoi pas d'ailleurs, mais d'un camp naturiste, je crois, qui serait installé à Paris. Mais c'est une idée. C'est pas une idée. Sur une partie des voies. Non, j'ai pas dit sur les voies. J'ai pas dit sur les voies, mais c'est une idée qui est quand même officiellement relayée par le premier adjoint d'Anne Hidalgo. Attendez, pourquoi pas d'ailleurs, c'est pas le problème, mais on se demande de temps en temps si il ne pourrait pas y avoir un peu plus de progressivité, un peu plus de négociation, et j'insiste là-dessus, dans cette affaire, moi, j'ai le privilège d'être parisien. C'est un privilège. Contrairement à Michel Soudet. Oui, j'ai le privilège d'être parisien. Mais Paris, ce ne sont pas que les Parisiens. Voilà, c'est le mot de la fin pour ce thème. On en vient à notre feuilleton quasi quotidien, la primaire à droite. Et comme dans tout feuilleton, il y a chaque jour des rebondissements sous forme de déclarations bien ciselées. Aujourd'hui, comment Nicolas Sarkozy arrive à tacler Alain Juppé via François Bayrou et François Fillon, adepte de la méthode Coué, argument à l'appui. Je souhaite bon courage à Alain Juppé. François Bayrou a fait campagne, c'était tout à fait son droit en 2012 pour aider François Hollande. En 2007, il n'avait pas voulu choisir entre Madame Royal et moi. Avec un tel allié, permettez-moi de vous dire, moi, ma conviction,
c'est qu'il faut changer de politique radicalement. Si vous avez comme principal allié celui qui a aidé François Hollande à arriver au pouvoir, est-ce que vous pouvez changer de politique? Non, c'est stop ou encore. Pour moi, c'est stop, monsieur. Depuis le début de cette campagne, je suis celui qui rassemble le plus de monde. Il y a plus de monde à mes réunions qu'aux autres. J'ai plus de parrainage que tous les autres candidats, enfin, sauf le Nicolas Sarkozy. Voilà, mes sondages de popularité sont excellents. Donc, je suis convaincu que la clé de cette élection, c'est que ce que j'appelle la majorité silencieuse, c'est-à-dire des Français qui ne sont pas engagés, qui sortent de chez eux pour aller voter à la primaire. Et ajoutons cette interview de Bruno Le Maire dans Les Échos. Question, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy? Réponse, les promesses n'ont pas été tenues. Et à Bruno Le Maire de parler de hausse d'impôts, d'augmentation des déficits, d'un État sans autorité, d'intervention extérieure hasardeuse. Allez, on arrête là. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au 20 novembre? C'est la date du premier tour de cette primaire. C'est le pari qu'ils ont fait collectivement et il n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas dans la culture de la droite que d'organiser des débats de ce type. Et en tout cas, d'ailleurs concrètement, c'est la première fois qu'il y a une première pour choisir a priori celui qui portera les couleurs de la droite et du centre à la prochaine élection présidentielle. Donc il y a deux problèmes qui se posent à l'horizon finalement presque immédiat. Le premier, c'est quelle sera la tonalité, le climat de la campagne quand elle va rentrer, c'est imminent, quand elle va rentrer dans le dur. Est-ce qu'ils vont s'envoyer des noms d'oiseaux et pire encore, etc. Et puis, une fois que l'un ou l'autre ou un troisième aura été choisi à l'issue de 2 tours de scrutin, est-ce qu'ils seront capables, et c'est pas joué d'avance non plus, de se regrouper autour de lui? On sait déjà que si Juppé n'est pas choisi, Bayrou, immédiatement, en supporter de Juppé, se portera candidat. Donc tout ça est bien hasardeux, mais enfin, on ne sait jamais. Est-ce qu'ils vont tenir à ce rythme-là jusqu'au 20 novembre, d'après vous, Michel Soudet? Ça paraît extrêmement difficile, mais parce que d'abord, c'est le jeu, c'est ça des primaires. Les primaires, c'est une surenchère démagogique à l'intérieur d'un camp. C'est ce qu'on constate. En tout cas, démagogique. Oui. Enfin, quand on entend les propos de Nicolas Sarkozy, notamment, mais c'était pas le seul, on voit bien qu'on est dans ce cadre-là. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, s'il a tendance à remonter dans les sondages qui ne sont en rien des véritables photographies, mais qui vont intervenir et guider le choix des électeurs de cette primaire, s'il remonte, c'est notamment parce qu'on le voit bien, il fait campagne un peu à la manière de Donald Trump. Il lâche régulièrement une petite phrase qui fait le buzz, qui suscite des réactions, qui oblige les autres à se situer par rapport à lui. Et en définitive, on ne parle que de lui, c'est lui qui donne le rythme, un rythme effréné. Au départ, cette primaire devait régler une question de leadership, assurer à la droite une représentation au second tour et permettre de minorer le Front National. J'ai bien peur, compte tenu des propos que l'on entend, que le Front National en sorte renforcé parce que ces thématiques auront été quelque part validées par ces anciens dirigeants politiques de la nation. Nous affichons nos questions ou notre scepticisme. Cela dit, on attend la primaire de la gauche. Si elle a lieu. Si elle a lieu, oui. La primaire du Parti Socialiste, en l'occurrence. Monsieur de Montvalon, c'est la primaire du Parti Socialiste uniquement. Pardon, c'est exact. La primaire du Parti Socialiste s'annonce. Oui, c'est exact. Merci Dominique de Montvalon, merci Michel Soudet. À bientôt sur ce plateau. Tout de suite, le journal de 13h.